L'espoir vient de ce que ce salon a lieu grâce à l'engagement individuel des intervenants et auteurs. C'est un salon qui s'appelle Des livres et l'alerte. C'est un salon du livre, de lanceuses et lanceurs d'alerte. Et il s'appelle Des livres et l'alerte parce que les livres permettent de délivrer l'alerte. Et surtout, il permet de transmettre un message qui est délivrer l'alerte parce qu'il est injustifiable que des gens, pour avoir publié des informations qui sont graves pour l'intérêt général et qui demandent une réponse urgente de la société, que ces gens-là soient emprisonnés comme Chelsea Manning, comme Julian Assange, comme Rui Pinto, etc. On a plus d'une vingtaine de conférences sur tous les domaines, que ce soit le médicament, que ce soit le climat, que ce soit les pesticides, que ce soit le suicide et le travail, que ce soit les questions de la protection des lanceurs d'alerte, bien sûr. Donc on a 22 rencontres pour cette année, 75 intervenants et une centaine d'auteurs intervenants qui viennent en dédicace pour promouvoir le livre. Pourquoi? Parce que notre slogan, c'est « Passer de l'alerte à la lettre ». Lara, c'est un parcours incroyable. C'est une jeune femme qui a 18 ans, s'écroule dans sa salle de bain, victime d'un AVC massif, et dont elle va apprendre 4 ans plus tard que c'est lié à la pilule de 3e génération qu'elle prenait. Bon, évidemment, elle tombe des nues, elle se dit qu'il faut qu'elle alerte, elle dépose plainte, le scandale éclate, c'est Le Monde qui révèle l'affaire, le journal Le Monde, et Marion va se battre, parce que déjà, bon, elle va se battre contre elle a eu beaucoup de séquelles après son AVC, et elle va porter l'alerte, et elle va obtenir le déremboursement des pilules de 3e et de 4e génération et une limitation des prescriptions. Je m'appelle Florence Méréo, je suis journaliste en charge des questions de santé et autrice de l'ouvrage Les Résistantes. Les Résistantes, ce sont des portraits de femmes, de 12 femmes qui ont été toutes victimes ou témoins d'une injustice médicale, qui ont souffert d'un médicament, d'un dispositif médical, d'une addiction qui a eu un impact négatif sur leur santé et qui en fait ont décidé de ne pas se cantonner entre guillemets à leur statut de victime, mais de se soulever et qui ont réussi à obtenir des avancées en santé publique dont nous tous, femmes, hommes, tout le monde profite aujourd'hui. Des lanceuses d'alerte et même maintenant, on a presque l'habitude maintenant de dire les porteuses d'alerte, parce que c'est des lanceuses d'alerte, mais c'est aussi des femmes qui ont porté l'alerte sur la durée. Certaines se battent depuis 5, 10, 15 ans, voire plus pour certaines affaires sanitaires comme le Distilben par exemple, qui est un médicament qui a été interdit en 1977, mais dont on se rend compte qu'il y a encore des conséquences pour les générations. Donc avec des femmes, 2 femmes en l'occurrence dans le livre, une mère et sa fille qui continuent à se battre pour informer les femmes des effets du Distilben. Il y a des affaires plus récentes, telle l'affaire du Levothyrox, qui est un médicament qui a été pris par 3 millions de personnes et qui a entraîné des effets secondaires lors de son changement de formulation. Et donc là, pareil, on a une équipe avec Annie Dupéret et une présidente d'association qui s'appelle Chantal Loire, qui ont donc dénoncé les effets indésirables et qui ont obtenu des avancées, parce que c'est quand même ça qu'on veut dire, c'est qu'il y a des effets positifs dans leur alerte. Elles ont obtenu, elles et d'autres bien sûr, qui est 6 alternatives aux médicaments sur le marché, une meilleure information des patients, et ça, on le doit à ces femmes. Moi, je suis très admiratif des 12 résistantes, très admiratif, et je trouve que ce livre devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Alors, on peut essayer de le faire passer, mais ça va être aussi un combat de longue haleine. Un mot sur Levothyrox, puisque en tant que vice-président, je l'ai vécu de l'intérieur. Moi, ce qui me frappe dans ce qui s'est passé sur tous ces scandales sanitaires, c'est les mêmes mécaniques. Au départ, il y a la plainte des patients et là des patientes pour le Levothyrox. Ensuite, on a effectivement des lanceurs d'alerte, qui sont des lanceuses d'alerte. Ensuite, les médias traditionnels se saisissent du sujet. Et par exemple, sur les Levothyrox, c'est le Parisien.
Sur le Mediator, c'est le Figaro. Et donc, les médias traditionnels ont joué quand même un rôle très très important. Et ensuite, effectivement, il y a judiciarisation et très rapidement, il y a des plaintes. Donc, on retrouve tous les mêmes mécaniques sur tous ces systèmes. Et pour ne pas être trop long sur les Votirox, effectivement, la question qui se pose, pourquoi des patients ont très bien supporté le nouveau Levothyrox, d'autres n'ont pas supporté, on ne le sait toujours pas, il n'y a pas eu d'études scientifiques. Et deuxièmement, on avait dit, pour changer le Levothyrox, en prenant un nouveau Levothyrox, qu'il faudrait qu'il soit plus stable. Parce que l'ancien Levothyrox, effectivement, était donné sur 3 ans. Et on disait qu'au bout de 3 ans, il perdait la stabilité. Très bien, sauf qu'on aurait pu très bien réduire à 2 ans la péremption, et il faut savoir que le nouveau Levothyrox, quelle est la péremption 2 ans. Donc vous voyez effectivement que tout ça n'est pas très clair, et donc moi j'attends toujours une étude scientifique pour lever un mystère médical, car ça reste un mystère médical, un mystère scientifique. Et moi je veux encore féliciter Annie Dupéret qui a joué un rôle très important, il ne faut pas minorer, elle est à la fois actrice et lanceuse d'alerte, ça veut dire qu'on peut être les deux. Et je vous remercie Madame Annie Dupéret. Sur la date de péremption, effectivement, j'avais dit à Madame Buzyn que si on veut choisir un mensonge, une date de péremption, c'est formidable. L'instabilité d'un médicament, vu que la thyroïde elle-même est instable, qu'est-ce qui est instable? Le médicament ou la thyroïde? Donc, si on veut choisir un mensonge, il est parfait. Alors déjà, on peut se demander pourquoi que des femmes dans le livre, parce qu'en fait, les femmes se sont... Finalement, je me suis rendu compte que c'était elles qui avaient payé le plus lourd tribut des crises sanitaires de ces dernières décennies. Prenez le Distilben, le Levothyrox, prenez la Dépakine, les implants mammaires PIP, prenez les implants de contraception et sûre, c'est souvent les femmes qui en payent le plus lourd tribut, et par contre c'est elles aussi dont on voit qui se révoltent et qui obtiennent des avancées. Oui, bien sûr qu'il y a une spécificité féminine dans le sens où souvent les médecins leur rétorquent que bon, c'est souvent leurs hormones, que c'est souvent un petit peu dans leur tête. Certaines ont été cataloguées en burn-out alors qu'elles avaient un véritable problème avec un médicament. Donc oui, c'est une difficulté en plus, et c'est aussi ça qu'on veut mettre en avant pour que demain, effectivement, la parole des femmes, des patients et des patientes, parce qu'il faut bien sûr des patients aussi, soit mieux pris en compte. L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. Et c'est ce droit de savoir qui est nié. Alors, je m'appelle Ella Kiriev, je suis aide-soignante, j'ai 30 ans, je vis à Marseille et j'ai travaillé en EHPAD pendant de nombreuses années, et en 2016, je me suis vue licenciée car j'ai dénoncé la maltraitance institutionnelle dans l'EHPAD où je travaillais. J'ai été témoin d'énormément de choses qui portaient atteinte à nos libertés fondamentales. Notamment, j'avais l'impression que, j'ai toujours cette impression-là, qu'en France, quand plus on vieillit, moins on veut nous voir. Et quand on devient dépendant, on nous cache. Comme si on n'apportait plus rien à la société, donc on veut plus de nous. En EHPAD, c'est le cas. Une personne paye 3 000, 4 000 euros par mois et elle se retrouve limitée pour les protections. Protection, c'est des couches pour des personnes qui sont incontinentes. Elles sont limitées au niveau de leur repas, c'est-à-dire si elles ont envie de se reprendre un dessert, elles n'ont pas le droit. Si elles veulent avoir un deuxième morceau de pain, on ne peut pas. Le petit déjeuner, c'est pareil. Les sorties sont limitées. Et l'attente, elles sont tout le temps dans l'attente, ces personnes. Elles sont dans l'attente constamment, tout simplement parce que le personnel soignant, lui, est limité en nombre. Et là encore, tout est question de budget. Le personnel soignant a un résident pour 15 à 18 résidents. C'est très compliqué, c'est limité en temps, donc on ne peut pas faire comme on voudrait. On ne peut pas être bien traitant. On est bienveillant, mais on a du mal à être bien traitant. Pas parce qu'on ne le veut pas, mais c'est parce qu'on ne peut pas. Et ça a commencé à être insupportable de voir ça tous les jours. Donc j'ai décidé un jour d'écrire à ma direction, de leur expliquer que c'était insoutenable, que j'avais besoin de protection supplémentaire, que mon résident avait encore faim après le repas, que j'avais besoin de temps pour les toilettes, que j'avais besoin de temps pour les aides alimentaires. Des choses que j'ai revendiquées et c'était un cri d'alarme pour ma direction, mais qui n'a pas été entendu. Et là, quand j'ai vu que ma direction ne m'écoutait pas, ne m'entendait pas, et qu'elle n'écoutait pas mes collègues non plus, parce que derrière, j'ai eu quelques collègues qui ont aussi lancé cette alerte-là. J'ai rencontré un syndicat après avoir alerté en interne. Je ne savais pas ce que c'était qu'un syndicat, je l'ai découvert,
Et bien, heureusement que la CGT était là pour moi, parce que sans eux, je pense que j'aurais jamais tenu le coup. Ce qui est important en fait, c'est de s'engager, c'est d'agir. Et après, bon, il y a des gens qui me disent que oui, ce que je fais, ça les intéresse, ça les passionne, ça les motive. Moi, plein de gens me remercient, mais je remercie aussi plein de gens pour ce qu'ils font. C'est important de remercier les gens parce qu'on est tous ensemble engagés pour un monde totalement humain et pour les droits sociaux, le droit de l'environnement, la démocratie, de vraie démocratie. Donc c'est ça qui compte, c'est l'urgence à s'engager dans la convergence des luttes. C'est comme un cri, c'est-à-dire que c'est un appel, c'est un cri à... Moi, ça m'est venu de mettre ça sur des grandes pancartes en carton-plume, de mettre des slogans parce que c'est un cri de révolte par rapport au cynisme de nos dirigeants, donc, qui nous considèrent comme des serpillères et qui nous marchent dessus. Donc on est obligé de se révolter, de marcher debout, d'être des peuples debout pour constamment lutter ensemble pour un monde meilleur et pour la justice sociale, l'environnement, la paix, la démocratie. Il y a urgence pour ça depuis toujours, mais encore plus maintenant. Non, les difficultés, très honnêtement, ce sont plutôt les femmes qui les ont rencontrées, puisqu'elles ont toutes rencontré le déni, que ce soit le déni des médecins, des autorités de santé, des industriels. Donc c'est plutôt elles qui ont rencontré les difficultés. Moi, j'ai mis en musique leur histoire. Et j'ai alerté derrière les tutelles responsables, les ARS, l'inspection du travail. J'ai déposé des plaintes. Et c'est ce qui a fait que j'étais un petit peu la bête à abattre et qu'on ne voulait plus de moi dans cet établissement-là parce que je leur posais problème, je pointais du doigt tous les dysfonctionnements. Alors du jour au lendemain, je me vois licenciée parce que j'ai demandé une couche supplémentaire à mon cadre supérieur. Médiatiquement, ça a pris de l'ampleur et il arrive un moment où je fais une émission pour Envoyé spécial et suite à cette émission-là, entre le premier licenciement et Envoyé spécial, j'avais retrouvé du boulot, j'avais signé un CDI et pour Envoyé spécial, j'explique ce qui ne va pas. Le lendemain d'Envoyé spécial, je me vois licenciée une deuxième fois. Je demande est-ce que c'est à cause de l'émission, on me dit que non. Sauf que j'en suis persuadée parce que je n'ai rien fait de mal. Et je me dis c'est pas grave, et là tu vas prendre du poil de la bête et tu vas travailler ailleurs. Il y en a du boulot dans le milieu social et notamment dans les hôpitaux, les aides-soignantes, c'est pas ce qui manque. On en cherche partout. Sauf que là je me retrouve confrontée à des portes fermées partout. Donc toutes les structures me disent qu'ils n'ont pas besoin d'aides-soignantes. Les boîtes d'intérim ne me répondent pas. Et là, je ne travaille plus alors qu'avant ça, je pouvais travailler partout. J'avais du boulot, on m'en proposait tous les jours. Et je me rends compte que là, j'arrive à mettre un mot sur ce qui m'arrive, je suis blacklistée. Je suis blacklistée parce que je dénonce des choses. Je suis blacklistée parce que j'ose dire que ça ne va pas. Est-ce que j'aurais dû m'afficher et mettre mon visage ? C'est la question que je me suis posée sur le moment. Et puis après, je me suis dit, pour toutes les personnes dont j'ai été en contact, tous ces résidents, maintenant je ne regrette pas. Et si ça serait à refaire, je referais exactement la même chose. La direction de l'hôpital pour lequel je travaillais a vu en moi quelqu'un de néfaste pour sa société. Parce que ça devient des sociétés très lucratives. Et perdre du pognon, ils ne veulent pas ça. Donc là, je comprends que... Et c'est à ce moment-là que je comprends que je deviens une lanceuse d'alerte. Parce que je ne m'en étais pas rendu compte jusque-là. Je m'en suis rendu compte quand j'ai compris que les gens avaient compris le fond du message que je voulais faire passer et que les personnes se sont senties touchées, concernées, que ce soit les soignants, les résidents ou les familles ou des personnes qui ne connaissent même pas les EHPAD, elles se sont dit ouais, ça pourrait nous arriver à nous aussi un jour. Et cette parole s'est libérée et ça m'a permis de me dire et de me soulager de ces 3 années d'enfer que je venais de passer parce qu'il faut savoir que on est détruit intérieurement, on est détruit physiquement, moralement, on n'a plus le goût à la vie. Et tous les repas de famille tournent autour de ton problème, ta vie tourne autour de ce problème-là.
Et puis on saoule nos entourages, on parle que de ça, c'est le seul sujet qu'on aborde. Et ça fait... On a l'impression d'être... On comprend qu'on est lourd pour les personnes qui nous entourent, mais à la fois on a besoin de leurs oreilles attentives. Et c'est avec le recul que je peux comprendre qu'ils ont été fatigués d'entendre parler de ça, parce qu'aujourd'hui, moi, à mon tour, je suis épuisée. Oui, c'est ça, mais je m'en rendais pas forcément compte parce que moi, j'avais jamais écrit de bouquin et puis je fais énormément de fautes d'orthographe. Et là, la maison d'édition qui me propose d'écrire un livre, j'ai dit, je crois que vous faites erreur, je suis pas très bonne en orthographe. Mais au final, je me suis fait aider et ce livre, il est apparu et aujourd'hui, on pourra revenir dans le temps, dans quelques années et se dire est-ce que les choses se sont améliorées ou pas. En tout cas, on saura qu'en 2019, il y avait déjà des problèmes. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux qu'il y a 2 ou 3 ans. Je suis soulagée que la parole se libère. Je suis contente aujourd'hui d'être ici parce que je rencontre d'autres lanceurs d'alerte. Et ça me rassure de me dire que je n'ai pas été la seule à ressentir notamment ces insomnies, cette fatigue physique, morale et plein d'autres détails. Mais c'est quelque chose qui me permet de me sentir moins seule et comprise. Mais je vais beaucoup mieux, j'ai repris le travail. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis toujours blacklistée, mais le syndicat a fait que ils m'ont aidé à retrouver un boulot. C'est que des remplacements, mais je travaille. Et ça, c'est le principal. Et puis, j'essaye d'aller de l'avant. Je baisse pas les bras et puis je me bats toujours. Différemment, mais je me bats. Également les responsabilités de l'État, l'ouverture d'un processus d'indemnisation qui a abouti à la reconnaissance de plus de 3700 victimes ayant le droit ouvert à indemnisation. L'ouverture et la modification aussi de la réglementation et de la loi pour renforcer la sécurité sanitaire, mais il manquait à tous, et en particulier aux victimes du Mediator, ce qui ne peut pas être remplacé ni par l'argent, ni par les lois, ni par tout autre mécanisme de compensation qui est la justice, le droit à la justice, à la fois pour ces victimes, mais aussi pour toute notre société, pour que nous réaffirmions, grâce à des juges, les limites que l'on ne peut pas dépasser, les limites de la liberté d'entreprise, les limites, etc., qui sont celles qui, au-delà, constituent des délits et une menace pour les citoyens. Et c'est bien ça qui doit être aujourd'hui jugé, à la fois les responsabilités du gendarme, l'agence du médicament, mais aussi, bien sûr, la responsabilité lourde, première, criminelle, profondément délictueuse, profondément dangereuse, profondément mafieuse du laboratoire en cause. Je n'en dirai pas plus, mais ce procès se déroule depuis le 23 septembre. Il a lieu tous les jours au tribunal de grande instance de Paris, du lundi au jeudi, à partir de 13h30, les audiences sont ouvertes pour ceux que ça intéresse. Et il se terminera le 30 avril 2020. Et bien entendu, nous sommes tous dans l'attente du verdict, car nous espérons tous profondément que cela constitue un cas d'école, un exemple, un encouragement, un avertissement pour ceux qui dépassent ces limites. Voilà. C'est vrai que depuis déjà quelques années, je suis de très près les procès en correctionnel pour essayer de comprendre leur logique et leur déroulement et essayer d'anticiper le procès du Mediator.
Donc le procès du Mediator, on l'a attendu, l'ouverture d'une information judiciaire a commencé, c'était janvier 2011. Donc pour un procès qui se tient maintenant depuis le 23 septembre 2019. Alors il y a deux choses. La première, c'est comment est-ce qu'on obtient l'ouverture d'une information judiciaire quand on est médecin et qu'on découvre un crime industriel. C'est-à-dire industriel, sachant que ce crime n'a pas été dénoncé pendant des années par l'agence du médicament, le gendarme du médicament. Donc ça implique beaucoup de monde. Et quand on est médecin, on est tenu par le secret industriel, le secret médical, pardon. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai découvert ce crime en soignant des patients, et je ne peux pas, en fait, aller voir un procureur en lui disant, par exemple, l'article 40, en lui disant, voilà, il y a un délit, à mon avis, qui se produit. Il faut que vous vous en saisissiez. Ça, on ne peut pas le faire, parce que ça porte sur des victimes qui sont protégées par le secret médical et qui doivent éventuellement elles-mêmes porter plainte, sachant qu'en face, l'armada d'avocats était une vraie épreuve à leur infliger. Alors ensuite, je me suis demandé comment faire. Donc, si je ne suis pas victime moi-même, je ne peux pas le faire. Je suis passée par Que Choisir, une association qui a le droit de porter plainte. Il y a des associations de ce type-là, de défense d'usagers, etc., de consommateurs, peuvent porter plainte, se porter partie civile et porter plainte sur ce type de sujet. Donc l'antenne régionale locale de Brest de Que Choisir était tout à fait partante pour faire mais en même temps, Que Choisir, c'est un peu sur les côtés, entre guillemets, on n'est pas au cœur du sujet, ils ont des démarches juridiques fréquentes, etc., mais on allait avoir du mal à attirer quand même, je pense, vraiment l'attention d'un procureur à la hauteur de l'importance de cette affaire. Et puis ils ont renoncé à le faire? Non, ils sont partie civile. À ma connaissance, ils sont partie civile. Et donc finalement, la seule solution a été la publication d'un livre. C'est-à-dire que j'ai pas pu porter... Vous avez porté plainte, hein, vous avez pu... et nous, on ne pouvait pas le faire. Et donc ça a été la publication d'un livre, et c'est là où le sujet d'aujourd'hui, la correctionnelle, c'est très important, parce que ce livre... donc, Mediator, combien de morts? Alors là, c'est un collector, hein, c'est avec le sous-titre censuré, parce qu'il a été attaqué aussitôt en justice par Servier, qui ont obtenu en première instance la censure du livre, quand même. Et je l'ai publié parce qu'il y a dedans deux documents dont je fais état, qui, pour moi, relèvent d'un délit pénal. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai publié. Alors, ces deux documents, c'est quoi? Je vous la résume très vite. Le Mediator était un coupe-faim dérivé d'amphétamine dont, en fait, Servier a développé à partir des années 60 3 coupe-faim dérivés des amphétamines qui s'appelaient Pondéral, Isoméride, Mediator. Et comme 3, ça faisait trop pour un marché, il en a mis 2 Pondéral isoméride comme coupe-faim officiel, et le 3e, le Mediator, il a dit, bah non, je ne vais pas dire que c'est un coupe-faim, je vais dire que c'est un antidiabétique. Donc il l'a commercialisé d'emblée en disant que ça n'avait rien à voir avec l'isoméride et le Pondéral. Et des alertes de sécurité se sont posées très vite, donc se focalisant sur le Pondéral et l'isoméride, ce qui a abouti au retrait de ces deux médicaments en 1997. Et Servier, à partir de 1997, a laissé sur le marché le Mediator, alors qu'il savait que c'était exactement la même chose, strictement, et il a au contraire renforcé les mécanismes de tromperie pour que personne ne puisse faire le lien entre Isoméride et Mediator. C'est absolument diabolique. Et donc ce retrait se fait en 1997, et en 2008, je m'interroge sur la nature du Mediator, parce que antidiabétique, mais j'observe des complications qui évoquent les complications qu'on avait vues avec l'isoméride. Je pose la question à Servier, mon service de pharmacovigilance demande à Servier quel est le lien entre Mediator et isoméride.
et je reçois un courrier officiel de Servier qui me dit Mediator et isoméride pondérale empruntent des voies métaboliques bien distinctes qui expliquent des activités pharmacologiques radicalement différentes. Et en conclusion, Mediator se distingue radicalement de l'isoméride, tant en termes de structure chimique et de voies métaboliques que de profil d'efficacité et de tolérance. Ça, c'est un courrier que je reçois en avril 2008. Et quelques temps plus tard, notamment en interrogeant la revue Prescrire, qui est une revue indépendante de l'industrie pharmaceutique, qui dénonçait la proximité du Mediator avec l'isoméride depuis des années. Donc je retourne vers la revue Prescrire parce que je ne comprends pas. Et là, Prescrire m'envoie des documents qui démontrent formellement que des études de chercheurs de Servier, publiées dans les années 70, décrivaient un dérivé de l'isoméride qui n'était autre que le Mediator. Et pire encore, quelques temps après, je m'aperçois qu'en réalité, isoméride et Mediator, c'est strictement pareil. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite différence au départ entre les deux molécules et une fois absorbées, ça libère dans l'organisme un toxique puissant, un poison, identifié déjà depuis presque 10 ans quand je me pose cette question. Du plomb suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, de projets d'aménagement dévastateurs pour l'environnement, des GAFAM, de l'agroalimentaire, de la pauvreté et des morts de la rue, de la surveillance de masse et de la reconnaissance faciale, de la destruction des nappes phréatiques et des ressources en eau. Pour parler des violences policières, nous aurions dû inviter les familles des lycéens et collégiens de Mantes-la-Jolie, à genoux, les mains sur la tête, filmés par des fonctionnaires de police qui ont publié cette vidéo sans être inquiétés. La famille d'Adama Traoré tuée dans une gendarmerie. La famille de Zineb Redouane tuée à Marseille par un tir de grenade alors qu'elle fermait ses volets au 4e étage. Celle de Rémi Fraisse tuée à Sivins par une grenade lancée par un gendarme. Les mutilés des manifestations loi travail ou de Notre-Dame-des-Landes. Nous aurions dû choisir une autre date. La liste est interminable de ce que nous aurions pu, aurions voulu, ou aurions dû faire, et même de ce que nous n'aurions pas dû. Citer tous les thèmes et toutes les victimes nous empêcherait de parler des responsables. Pour autant, nous ne les oublions pas. La bonne nouvelle est que ce salon ne dure que 2 journées et demie, et qu'il reste 362 jours pour corriger le tir, pour compléter et traiter d'autres sujets. C'est bien l'un des messages de ce salon. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut consolider la protection des lanceurs d'alerte. Il faut l'élargir, en écho notamment avec la directive du 16 avril 2019, qui va plus loin, qui est plus moderne que la législation française. Et bien sûr, il y a une réflexion qui va être au cœur des débats aujourd'hui. Quelle doit être cette intensité? Jusqu'où il faut les défendre? Est-ce qu'il va falloir les défendre un jour, y compris s'agissant de lanceurs d'alerte, comme Rui Pinto, que je défends incarcéré à Lisbonne, lorsqu'il lance l'alerte en hackant des programmes informatiques, le soir chez eux, et hors toute relation, hors tout lien avec un quelconque employeur, c'est évidemment une question très complexe, très difficile, et je voudrais, en quelques mots, essayer de fixer avec vous les enjeux de cette exigence d'étendre l'intensité de la protection des lanceurs d'alerte. Donc on est aujourd'hui dans le prologue de la défense des lanceurs d'alerte. On en est à l'introduction d'une grande histoire qui ne fait que commencer. Thank you.